Le jour de ma remise de diplôme, mes parents ne sont jamais venus. À la place, ils ont publié des photos d'un dîner chic célébrant la promotion de mon frère. Quand j'ai appelé, maman a dit en riant, « Chérie, nous avons déjà une réussite dans cette famille. Nous n'attendions jamais grand-chose de toi. » J'ai mis fin à l'appel. 6 mois plus tard, je leur ai envoyé une seule photo. À la seconde où ils ont vu où j'avais atterri. Maman a appelé 49 fois en 1 heure. Je suis rentré à la maison avec 15 millions de dollars dans mon sac à main et ma mère m'a dit de faire mes valises. Je m'appelle Bridget Vance. J'ai 35 ans et j'avais conduit pendant 3 heures parce que je voulais que mes parents apprennent pour le loto de Floride par moi d'abord, et non par les informations. Je n'ai même pas dépassé la table de la cuisine. La cloche en laiton du dîner était encore posée sur le comptoir. Même cloche, même maison, même chambre pour laquelle j'avais payé chaque mois depuis l'année où la banque avait failli la saisir. Puis maman a levé les yeux et a dit, « Fais tes valises. Cette chambre est à ta sœur maintenant. Tu es grande, Bridget. Débrouille-toi. » Megan avait emménagé ce matin-là, et d'un coup, c'est moi qu'on mettait dehors. Alors, je me suis débrouillé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas expliqué. Je suis sorti avec le billet gagnant toujours dans mon sac à main. Le lendemain, ils ont vu mon nom aux informations, et c'est là qu'ils ont réalisé qu'ils m'avaient jeté dehors de la seule chose qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. Si cette dernière phrase a eu un impact, elle n'aurait pas dû. Faites-moi une faveur et cliquez sur j'aime, puis abonnez-vous. Cette histoire devient plus lourde avant de s'améliorer, et vous voudrez être présent quand la situation se retournera, et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. J'aime savoir qui est là. Je suis Bridget Vance. C'est l'histoire de qui soutenait vraiment cette maison et de ce qui s'est passé le jour où ils l'ont finalement découvert. Laissez-moi vous ramener à l'après-midi où j'ai gagné. La lumière fluorescente au-dessus du comptoir de la station-service bourdonnait pendant que l'employé passait mon billet dans le scanner une deuxième fois. Il n'a rien dit au début. Il a juste regardé le petit écran, puis moi, puis de nouveau l'écran. Une file se formait derrière moi. L'alarme de la voiture de quelqu'un a bipé 2 fois sur le parking. Un enfant suppliait sa mère pour une boisson glacée bleue près du congélateur. « Madame, dit l'employé, vous allez vouloir vous asseoir. » Je ne me suis pas assise. J'ai tenu le bord du comptoir et j'ai lu les chiffres sur l'écran moi-même, un par un, lentement parce que dans mon travail, un seul chiffre transposé peut coûter sa maison à quelqu'un. Les chiffres correspondaient, tous. 15 millions de dollars. Je veux vous dire que ma première pensée a été quelque chose de grandiose. Une plage, une nouvelle voiture, démissionner. Ce n'était pas ça. Ma première pensée fut un nom. Et il est arrivé avec la voix de ma mère. Pas la voix plate qu'elle utilisait avec moi, mais la voix chaleureuse qu'elle réservait aux autres. La voix du repas partagé de l'église. Celle qui disait fière à haute voix là où les gens pouvaient l'entendre. Maman d'abord, ai-je dit à personne. Je le dirai à maman d'abord. C'est une chose stupide à admettre. J'avais un collègue à 2 bureaux de moi qui m'aurait serré dans ses bras assez fort pour me casser une côte. J'avais ma tante Lorraine qui aurait vraiment crié. Je n'avais ni mari, ni enfant, personne qui m'attendait à mon appartement à Jacksonville sauf une plante d'intérieur que j'oubliais sans cesse d'arroser. Mais la personne que je voulais, debout dans cette station-service avec un billet gagnant, se recroquevillant humide dans mon poing, était la seule femme qui avait passé 35 ans à regarder au-delà de moi, vers ce qui se trouvait derrière moi. J'ai acheté une bouteille d'eau que je n'ai jamais ouverte. Je suis monté dans ma voiture. J'ai glissé le billet derrière le pare-soleil où je pouvais en voir le coin tout le long du trajet, comme s'il pouvait s'évaporer si j'arrêtais de vérifier. Puis j'ai pris l'autoroute et je me suis dirigé vers Brandon. J'ai conduit tout le trajet en répétant. C'est la partie qui est difficile à vivre maintenant. J'ai planifié comment je rendrais à mes parents leur vie. Je rembourserais la maison en totalité. Tout serait parti. Plus de banque. Un cadeau. J'ai imaginé les mains de ma mère se porter à sa bouche. J'ai imaginé pour une fois être la fille vers laquelle la pièce se tournait au lieu de celle qu'elle oubliait. J'avais déjà apporté de bonnes nouvelles à la maison. Des nouvelles moins importantes, une promotion, un scanner sans rien à signaler après une frayeur personnelle, et je les ai vus se fondre dans la crise que Megan traversait cette semaine-là. Mais c'était trop gros pour être fondu. Cette fois, je pensais que ça devrait avoir un impact.
3 heures d'autoroute à répéter comment leur dire. On apprend à connaître une famille par la place qu'on occupe sur ses photographies. Il y en a une sur le mur du couloir de mes parents. Prise le Noël de mes 26 ans. Ma sœur Megan est au centre, en plein rire. Le bras de ma mère est accroché au sien. Mon père Gary a une main sur l'épaule de Megan. Et là, sur le bord droit, un demi-pas en arrière, légèrement flou parce que l'appareil photo a choisi le milieu du cadre pour être net. C'est moi. On pourrait me recadrer de cette photo sans rien perdre de la composition. La maison ressemblerait toujours à une famille. C'était ma position. Pas cruellement, juste établie. De la même manière que les meubles s'installent sur un sol au fil des ans jusqu'à ce qu'on oublie qu'ils ont été placés là exprès. Megan était celle pour qui il s'inquiétait. Et l'inquiétude dans ma famille est la forme d'amour la plus bruyante. Megan avait les grands sentiments et les sorties dramatiques et les petits amis qui ne fonctionnaient jamais. Et chacun de ceux-là recevait des appels téléphoniques, des chaînes de prières et des plats en casserole. J'étais l'autre genre de fille, celle que personne n'appelle parce que rien ne va mal. Bridget va bien, disait ma mère, en agitant la main à l'idée même de moi. Elle n'a pas besoin qu'on s'agite pour elle. J'ai construit une vie tranquille et utile à partir de cette phrase. Je me suis lancé dans le travail sur les titres de propriété. Je suis examinatrice, ce qui signifie que je passe mes journées à lire l'historique de qui possédait quoi, s'ils avaient le droit de le vendre et ce qu'ils cachaient en essayant. C'est un travail minutieux, peu glamour, et je suis très doué pour ça. Je peux lire une pile de documents et vous dire où se trouve le mensonge. Je garde mon propre appartement impeccable. Je paie chaque facture le jour où elle arrive. Selon toutes les mesures que ma famille a jamais utilisées, j'étais celle qui s'est avérée stable. Et la stabilité, il s'avère, est facile à confondre avec le fait de n'avoir besoin de rien. Je me souviens d'un dimanche il y a quelques années. Megan se tenait dans l'encadrement de la porte de mon ancienne chambre, les bras croisés, à moitié en plaisantant et à moitié sérieusement. Ce sera ma place un jour. Tu verras, dit-elle en regardant les murs entre lesquels j'avais grandi. J'en ai ri. Bien sûr que je l'ai fait. C'était ma chambre d'enfant dans une maison avec mon nom sur l'acte de propriété. L'idée était absurde. Forte. C'était le mot qu'ils m'ont donné année après année, comme un cadeau dont j'étais censé être reconnaissante. Je ne comprenais pas encore que forte était juste le mot qu'ils utilisaient pour les choses qu'ils avaient l'intention de prendre. Il y a une cloche de dîner en laiton sur le comptoir de la cuisine dans cette maison, et elle appartenait à ma grand-mère. Grand-mère Ruth a vécu avec mes parents la dernière décennie de sa vie dans la chambre du fond qui recevait le soleil du matin. C'est elle qui sonnait cette cloche à chaque souper aussi loin que ma mémoire remonte. Elle se tenait au pied des escaliers avec cette petite cloche en laiton dans sa main parcheminée et la sonnait 2 fois, et le son montait à travers toute la maison comme quelque chose avec un battement de cœur. Quand j'étais petite et que je restais en retrait de la table parce que rester en retrait était déjà mon instinct, elle croisait mon regard à travers la cuisine et tapotait la chaise vide à côté d'elle. « Il y a toujours une place pour toi, Bridget, disait-elle. Toujours ces mots. Toujours cette chaise, celle au bout de la table. Elle était la seule personne dans cette maison qui me cherchait en premier au lieu de en dernier. L'été où je suis rentré pour aider après que mon père ait perdu son emploi. Elle me trouvait à l'évier à minuit avec mes mains dans le lave-vaisselle. Et elle pressait sa paume à plat entre mes omoplates. Et elle me disait la même chose à chaque fois. Lentement, comme si elle avait besoin que je le porte pour le reste de ma vie. Ne les laisse pas te rendre petite, disait-elle. Tu m'entends? Ne les laisse surtout pas. Elle est décédée en février d'une pneumonie rapide dans une chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et l'hélice que quelqu'un avait déjà commencé à envoyer avant même qu'elle ne soit partie. C'est moi qui lui tenais la main. Megan était en route et n'est pas arrivée à temps. Ma mère a organisé un magnifique service et a accepté les condoléances de tout le monde avec grâce. La cloche n'avait pas sonné depuis février. Je me suis garé dans l'allée avec le billet dans ma poche. Pour comprendre la cuisine, il faut remonter 6 ans en arrière, à la nuit où j'ai signé. C'était le printemps où les lettres ont commencé à arriver. J'étais déjà à Jacksonville en train de construire ma petite vie prudente quand mon père m'a appelé un mardi soir et sa voix a fait quelque chose que je ne l'avais jamais entendu faire. Elle a tremblé. Nous allons perdre la maison, Bridge. Gary Vance a dit qu'il avait été licencié lors d'une vague de suppression d'emplois à l'usine,
du genre qui prend les hommes qui avaient donné 20 ans à un endroit et appelle cela une restructuration. Puis il y avait eu l'hôpital, une alerte cardiaque qui s'est avérée n'être rien et qui a tout coûté quand même. 2 paiements manqués étaient devenus 3. La banque avait envoyé le genre de lettre qui arrive dans une enveloppe avec une petite fenêtre en plastique, le genre qui utilise des mots comme accélération et droit de remédier. Mon père en a pris une photo avec son téléphone et me l'a envoyé par texto. Et je me suis assise à ma propre table de cuisine et je l'ai lu comme j'aurais lu 100 dossiers pour des étrangers, sauf que celui-ci avait l'adresse de mon enfance tapée en haut. Il y a eu une réunion de famille. Il y a toujours une réunion de famille dans une histoire comme celle-ci, bien qu'à l'époque, cela ne ressemblait pas à une histoire. Cela ressemblait à une cuisine pleine de gens effrayés regardant celle d'entre nous qui ne pleurait pas. Ma mère a pleuré. Mon père ne pouvait pas finir ses phrases. Megan était là aussi, entre 2 appartements, entre 2 emplois. Et quand la conversation a tourné autour de qui pourrait réellement faire quelque chose, Megan a dit qu'elle aiderait comme elle le pourrait, puis n'a jamais dit comment. Et personne ne l'a pressée parce que personne n'a jamais pressé Megan. Grand-mère Ruth était assise au bout de la table, les mains jointes, et nous observait tous. Quelqu'un devait signer. Ils m'ont tous regardé. J'avais la bonne cote de crédit. J'avais l'emploi stable, pas de personne à charge et le tempérament qui ne se brise pas en cas de crise. Alors, j'ai fait ce que je fais. J'ai résolu le problème. J'ai refinancé toute la maison avec un nouveau prêt à mon nom parce que c'était le seul moyen pour que les chiffres passent, et je suis entré sur l'acte de propriété en tant que propriétaire avec mes parents, et j'ai pris en charge les paiements. La banque était satisfaite. Les lettres ont cessé. Grand-mère Ruth a gardé sa chambre du fond avec la lumière du matin et mes parents ont gardé l'adresse qu'ils avaient depuis 30 ans. Et je me suis dit que j'avais enfin fait quelque chose pour cette famille qu'ils ne pourraient absolument pas ignorer. Je me souviens de ma mère à cette table de clôture. Elle n'a pas dit merci exactement. Elle a regardé le notaire glisser la pile de papier vers moi et elle a dit la chose que j'ai passé 6 ans à prétendre être la même chose que merci. Tu es celle sans toutes les complications. Sharon Vance a dit et elle a hoché la tête vers le stylo. J'ai signé. J'ai toujours signé. Après cela, le paiement est simplement devenu une partie de qui j'étais. Un peu plus de $2000, la même semaine chaque mois, prélevé automatiquement de mon compte avant que je puisse même le sentir partir. Je n'ai jamais envoyé de facture. Je n'en ai jamais parlé à Thanksgiving. Ce n'était pas un prêt dans mon esprit. C'était le loyer que je payais pour appartenir. La preuve mensuelle que j'étais une personne digne d'être gardée dans la famille dans laquelle j'étais né. Pendant 6 ans, personne dans cette maison n'a jamais prononcé les mots « merci » à voix haute. Pas quand la climatisation centrale est tombée en panne au milieu d'une canicule d'août, et que j'ai viré l'argent pour une nouvelle unité sans qu'on me le demande. Pas l'automne où le toit a commencé à laisser entrer l'eau dans la chambre de grand-mère Ruth, et que j'ai payé pour le faire réparer avant la prochaine tempête. Ce qu'il disait à la place lors des barbecues aux tentes, toujours avec un petit rire, était le contraire de merci. Ça doit être bien. Un cousin m'a dit une fois lors d'un barbecue, en équilibrant une assiette en carton, hochant la tête vers mon salaire stable et mon appartement tranquille à 3 heures de route. Aucune responsabilité. J'ai souri. J'ai toujours souri. J'avais une hypothèque sur une maison où je ne vivais pas. La main d'une grand-mère sur mon dos à minuit et toute une famille qui avait tacitement convenu que je n'avais besoin de rien. Et je me suis dit que c'était suffisant. Je me le suis dit pendant 6 ans. J'ai confondu être nécessaire avec être désiré. Le matin des funérailles de ma grand-mère, la cloche était posée sur le comptoir et personne n'y a touché. Je l'ai remarqué de la même manière qu'on remarque une horloge qui s'est arrêtée. Une petite anomalie qui donne à toute la pièce une sensation de déséquilibre. Il y avait des plats en casserole emballés dans du papier d'aluminium le long du comptoir et des gens que je reconnaissais à moitié qui murmuraient dans le salon. Et il y avait la chaise au bout de la table. Sa chaise, un peu tirée, comme elle l'était toujours, comme si quelqu'un pouvait encore descendre les escaliers et en avoir besoin. Personne ne s'y est assis. Personne n'a sonné la cloche. La maison était pleine, et elle n'avait jamais été aussi silencieuse de toute ma vie. Je suis resté dans la cuisine avec mon manteau encore sur moi et j'ai regardé cette petite chose en laiton, et je l'ai entendue aussi clairement que si elle était juste à mon épaule, de la façon dont elle l'avait dit 100 fois à ce même évier. Ne les laisse pas te rendre petite. Tu m'entends? Ne les laisse surtout pas.
Quand les dernières voitures sont finalement parties ce soir-là, je suis allé dans la cuisine et j'ai enveloppé la cloche dans un torchon et je l'ai glissée dans mon sac. J'ai pris la cloche, personne ne l'a remarqué. 3 mois plus tard, j'ai gagné et je suis rentré à la maison. La porte moustiquaire a claqué derrière moi et j'étais assise dans l'obscurité de ma propre voiture avant de comprendre que je pleurais sans faire le moindre bruit. Je veux être précise sur ce qui s'est passé dans cette cuisine parce que pendant longtemps après, je ne pouvais pas l'être. J'étais entré avec le billet derrière mon pare-soleil et la voix de ma grand-mère dans ma poitrine et les mots « Maman, tu ne vas pas croire ça » déjà formés et attendant dans ma bouche. Et ma mère a levé les yeux de la table, au-delà de l'endroit exact où se trouvait la cloche, et m'a dit de faire mes valises. Que ma chambre était maintenant à Megan, que j'étais grande, que je devais me débrouiller. Megan est descendue des escaliers pendant que ça se passait encore, tenant une pile de mes pulls pliés contre sa poitrine comme s'ils étaient déjà à elle. Et elle a au moins eu la grâce de garder les yeux au sol. « Merci, sœurette » a dit Megan doucement, comme si elle me donnait quelque chose au lieu de le prendre. Je n'ai pas discuté. Vous savez déjà que je ne l'ai pas fait. Le truc quand on est la personne fiable depuis 35 ans, c'est que le silence vient automatiquement. C'est un réflexe, plus vieux que la pensée. J'ai pris mes clés et je suis sorti par la porte d'entrée dont j'avais personnellement empêché la banque de changer les serrures. Et je suis monté dans ma voiture dans l'allée. Je suis resté assise là avec les deux mains à 10h10 sur une voiture garée. Quelque part dans la rue, un arroseur s'est mis en marche avec un tic-tac, et j'étais à 3 heures de mon propre lit avec 15 millions de dollars dont personne dans cette maison ne savait même l'existence. Et la seule chose que je pouvais sentir était cette chaise tirée au bout d'une table sans personne pour me la garder. Puis mon téléphone s'est allumé sur le siège passager. Une alerte bancaire, la même qui venait chaque mois, brillant dans l'obscurité de la voiture. Paiement reçu hypothèque. Leur hypothèque payée par mois automatiquement cette semaine-là même pendant qu'à l'étage ils mettaient mon enfance en boîte pour faire de la place à ma sœur. J'ai conduit les 3 heures de retour à Jacksonville cette nuit-là. Je ne me souviens pas de la majeure partie de la route. Je me souviens des lignes blanches et de la radio que je n'ai jamais allumée et de m'être garé sur mon propre parking à 1 heure sans nom. Le lendemain matin, j'ai réclamé le billet. Je m'attendais à me sentir triomphante en entrant pour le faire. Au lieu de cela, j'avais l'impression de remplir un formulaire parce que c'est ce que je faisais. À un moment donné, ils ont demandé si je voulais garder mon nom privé. Il y a une fenêtre pour ça maintenant. Une période de quelques mois où l'État le retiendra si vous le demandez. Et je me souviens d'avoir hésité sur la question puis d'avoir pensé avec une platitude qui me surprend encore. Pourquoi me cacherais-je? Je n'avais rien fait. Je n'avais rien à garder secret. Les secrets, ils s'avéreraient, étaient l'affaire de famille, et on ne m'en avait jamais confié un seul. Alors, je n'ai pas demandé la confidentialité. J'ai signé là où ils ont pointé. Je signe toujours. Et je suis rentré chez moi et au moment où les nouvelles locales du soir ont diffusé leur petit segment joyeux sur un gagnant de la ville, mon nom était juste là. Je l'ai découvert de la même manière que toute la ville l'a découvert. Je m'étais arrêté pour prendre un sandwich et la télévision fixée dans le coin de l'épicerie fine diffusait le segment et un homme de tabouret plus loin a plissé les yeux vers l'écran, puis vers moi, puis de nouveau vers l'écran. Et, dit-il, affichant un grand sourire. N'êtes-vous pas celle qui a gagné? À midi, ma mère appelait. Elle avait laissé 2 messages vocaux avant que je puisse même m'asseoir avec le téléphone. Le premier, je ne l'oublierai jamais parce que c'était le ton le plus chaleureux qu'elle ait jamais eu envers moi. Chérie, dit Sharon Vance de cette voix de repas partagé, cette voix pour les autres. Nous avons vu les nouvelles. Oh, ma chérie, nous sommes tellement fiers de toi. Tu dois venir célébrer avec nous. Nous ne voulons que le meilleur pour cette famille. Tu le sais. Je suis resté dans ma cuisine et j'ai laissé le message jouer et rien en moi n'a bougé du tout. J'aurais pu me convaincre de la croire. Les gens le font. Cette voix était si bonne. Et j'en avais eu faim toute ma vie. Mais sous le roucoulement de ma mère, pas du tout destiné à moi. Je pouvais entendre Megan en arrière-plan parler à quelqu'un à voix basse et affairée. Nous devons juste passer le week-end. Megan disait que tout irait bien une fois la maison finalisée. Finalisée. Je vérifie les titres de propriété pour vivre, alors j'ai vérifié le mien. Je me suis assise à mon ordinateur portable de travail ce soir-là et je me suis dit que je ne faisais que satisfaire un sentiment lancinant.
c'est le mensonge que les examinateurs se racontent. Nous disons que nous ne faisons que tirer la chaîne, que retracer qui possédait une propriété et quand. Juste être minutieux, juste curieux. Mais j'ai su au moment où mes mains ont trouvé le clavier que j'avais peur de ce que je verrais. Le bureau du registraire du comté met tout en ligne maintenant. Chaque acte, chaque hypothèque, chaque privilège, scanné, tamponné et consultable, disponible pour quiconque dans le monde avec la patience de le lire. J'avais passé une décennie à lire les secrets d'autres familles dans ces archives, leurs divorces cachés dans le calendrier d'un transfert, leurs dettes, les petites trahisons légales qui vivent dans l'histoire d'une propriété. Si vous savez comment regarder. Je n'avais jamais une seule fois consulté les archives de la maison de ma propre famille. On ne le fait pas. C'est comme lire son propre dossier médical à la recherche d'une tumeur. Le curseur clignotait dans le champ de recherche. Dehors, le chien d'un voisin a aboyé contre rien puis s'est ravisé. J'ai tapé l'adresse pour laquelle je payais. Le dossier s'est chargé comme il le fait toujours, une colonne nette de documents par ordre chronologique, et mon œil l'a parcouru comme il parcourt n'importe quelle chaîne. La clôture de 2020. Mon nom, le refinancement, tout était exactement là où il devait être. Et puis, 2 ans en arrière dans la chaîne, il y avait un document que je n'avais pas mis là et que je n'attendais pas. Un type d'instrument que je lis une douzaine de fois dans une journée de travail ordinaire. Un acte de renonciation enregistré daté de mars 2024. J'ai ouvert le scan. C'était court, comme le sont ces choses. Mes parents Gary et Sharon Vance accordant et renonçant à tous leurs droits, titres et intérêts dans la propriété à ma sœur, à Megan. Notarié, attesté, déposé auprès du comté il y a 2 ans pendant que je payais. Pendant que ma mère me serrait dans ses bras à Pâques et se plaignait que je ne venais pas assez souvent. Pendant que j'étais assise au chevet de grand-mère Ruth en février, tenant sa main qui se refroidissait. Ce document était déjà dans les archives publiques depuis près de 2 ans, et pas un seul être humain dans cette famille ne m'avait dit un seul mot. Je suis resté très immobile. 2 ans, ai-je dit à voix haute dans un appartement vide. L'écran était devenu trop lumineux, ou mes yeux l'étaient. Je pouvais entendre mon propre pouls dans mes oreilles. Le petit sceau du comté dans le coin du scan, celui que j'avais vu sur 10 000 documents et pour lequel je n'avais jamais rien ressenti, me semblait obscène maintenant, comme un tampon notarié d'approbation apposé sur quelque chose qui n'aurait jamais dû être autorisé à se produire en silence. Ils l'ont donné pendant que je continuais à payer. Quand le pire est passé, et je ne peux sincèrement pas vous dire combien de temps cela a duré, parce que toute cette partie de la nuit a simplement disparu pour moi, j'ai fait la seule chose que je sais faire quand le sol bouge. J'ai constitué un dossier. J'ai ouvert mon historique bancaire et j'ai commencé à compter. J'ai exporté 6 ans de relevés et j'ai aligné les paiements dans une seule colonne et au bas de cette colonne se trouvait un nombre qui a fait basculer la pièce. Plus de 150 000 $ de mon compte vers cette maison, mois après mois prudent, alors que la maison elle-même était devenue discrètement, légalement, celle de ma sœur. J'avais un dossier pour tout cela à minuit. Je suis une examinatrice. Nous gardons les reçus. Et quelque part en comptant, le chagrin en moi s'est refroidi en quelque chose de plus dur et de plus utile parce que les mathématiques disaient à voix haute la chose que mon cœur avait passé 6 ans à refuser d'entendre. Je n'étais pas de la famille. J'étais un plan de paiement, rien de plus. Mais un plan de paiement n'avait aucun sens face à ce que j'avais entendu. Si la maison était déjà à Megan, signée, scellée, enregistrée 2 ans auparavant, alors pourquoi Megan parlait-elle de finaliser la maison ce week-end même? Pourquoi cette célébration soudaine? Pourquoi, à l'instant où mon nom a été annoncé aux nouvelles, voulait-il que je sois proche? S'ils avaient planifié cela, il devait y avoir une date. La nouvelle demande de prêt hypothécaire se trouvait dans les dossiers comme un fil-piège sur lequel j'avais failli marcher. Je suis retourné dans la chaîne le lendemain avec un œil plus froid. Le regard qu'on porte sur un dossier que quelqu'un a signalé pour fraude, où on arrête d'admirer les documents et on commence à chasser celui qui ne cadre pas. Et celui qui ne cadrait pas était un refinancement avec retrait d'espèces en cours. Un refinancement avec retrait d'espèces est le type de prêt où vous retirez la valeur nette accumulée d'une maison et repartez avec de l'argent en main. Quelqu'un essayait de transformer cette maison en argent liquide. 120 000 $, à peu de choses près. Je savais déjà pour qui était l'argent. Je l'avais entendu en arrière-plan d'un message vocal planifié son week-end. C'était pour Megan. Un refinancement avec retrait d'espèces doit être clôturé. Il faut une date, une société de titres,
une table avec une pile de papier et un stylo dessus. Alors, j'ai passé un simple appel téléphonique à la société de titres qui s'en occupait. Mon nom était sur cette propriété. Il devait me parler. J'ai posé une question professionnelle anodine sur le calendrier d'un dossier, et j'ai obtenu ma réponse. La clôture était prévue pour lundi. Cet après-midi-là, j'étais debout sur le petit balcon de mon appartement quand mon père a appelé, non pas pour me parler, comme il s'est avéré, mais parce qu'il m'avait appelé par erreur ou n'avait jamais correctement raccroché d'un autre appel. J'ai surpris la seconde moitié d'une conversation que je n'étais jamais censé entendre. La voix de mon père, basse, parlant à ma mère quelque part dans la pièce voisine. La clôture est lundi, a dit Gary Vance. Nous avons juste besoin de sa signature. Sa signature. J'ai baissé le téléphone et je me suis assise sur la marche supérieure de l'escalier du balcon. Ils n'avaient pas besoin que je parte. Ils avaient besoin que je signe. Je me suis laissé m'imprégner de cela pendant un moment. Et plus je restais assise, plus la situation devenait pire et plus claire parce que tout prenait soudain un sens terrible. Ce n'était pas un caprice. C'était un calendrier. Fais tes valises. Ma chambre donnée à Megan ce matin même. La chaleur sucrée qui est arrivée à la seconde où mon nom a été annoncé aux nouvelles. Rien de tout cela n'était de la rage et rien de tout cela n'était aléatoire. Étape 1, me faire partir pour que le week-end, je sois la fille à qui on avait déjà dit qu'elle n'avait pas sa place ici. Ramollie, déséquilibrée, reconnaissante pour la moindre miette d'accueil qu'il daignait jeter. Étape 2, rassembler toute la famille, déverser à nouveau la chaleur en abondance, et faire glisser une seule feuille de papier sur la table pour que je la signe sans la lire. L'expulsion n'a jamais été la cruauté. L'expulsion était la mise en scène pour la signature. Et c'est là que mon travail a cessé d'être une petite ironie triste et est devenu la seule chose qui comptait parce que j'ai compris quelque chose qu'ils n'avaient apparemment pas compris. Cet acte de renonciation de 2024, celui où mes parents ont donné la maison à Megan, n'avait jamais transféré que la part de mes parents. Ils ne pouvaient pas toucher la mienne. Mon nom était toujours sur cet acte. Mon nom était toujours sur ce prêt. Pour le comté et toute société de titres sur terre, j'étais une propriétaire investie de cette propriété. Et il y avait maintenant un acte vieux de 2 ans dans la chaîne qui entachait tout le titre. On ne peut pas refinancer une maison proprement quand le titre est un gâchis et qu'un de ses propriétaires n'a pas donné son accord. La société de titres du nouveau prêteur tirerait le rapport exact que j'avais tiré, trouverait la chose exacte que j'avais trouvée, et refuserait d'assurer un titre clair jusqu'à ce que ce nuage soit dissipé. Ce qui signifiait qu'ils avaient besoin que je signe mon propre acte de renonciation pour céder volontairement mon intérêt de mon plein gré avec un stylo où toute l'affaire mourait sur la table. Ils ne pouvaient pas la prendre. La loi ne le leur permettait pas. Ils ne pouvaient que demander. Et ils pariaient tous leurs plans sur la seule chose qui avait toujours été vraie à mon sujet, que je dirais oui. Que je disais toujours oui. Il y a une phrase que nous utilisons au travail à propos des gens qui essaient de vendre ce qu'ils ne possèdent pas réellement. Un examinateur senior me l'a dite ma première année, et elle n'avait jamais semblé personnelle jusqu'à cette marche de balcon. Vous ne pouvez pas transmettre ce qui n'est pas à vous de transmettre. Je suis resté assise là-bas longtemps pendant que la lumière devenait orange, puis grise, puis disparaissait. J'ai pensé à entrer en force. J'ai pensé à un avocat, un appel téléphonique, un ultimatum que je livrerais avec ma voix enfin élevée. J'ai pensé à toutes les versions bruyantes et satisfaisantes de ceci où je gagnais en étant plus bruyante que pour une fois dans ma vie. Et puis j'ai pensé au message vocal de ma mère, cette voix chaude et répétée. Et j'ai compris que la chose la plus puissante que je pouvais faire était de ne rien faire. Ne rien dire, ne rien corriger. Les laisser continuer à croire que j'étais la même fille docile qui signerait tout ce qu'on lui glisserait sur une table. Les laisser rassembler leur famille et construire leur petit piège chaleureux et marcher jusqu'au bord de cette clôture. Et puis laisser le dossier parler de lui-même. À voix haute, devant chacun d'entre eux, au moment exact où ils tendraient la main vers ma main et le stylo, j'ai fermé l'ordinateur portable. Ma respiration était devenue lente et régulière. Je les laisserai finir. Avant de continuer, je veux savoir ce que vous feriez. Soyez honnête avec vous-même. Entrez-vous dans cette maison dimanche et la brûlez-vous devant tout le monde, ou vous asseyez-vous très tranquillement et les laissez-vous creuser le trou une pelletée à la fois. Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis. Je ne dirai que ceci. J'avais passé toute ma carrière à regarder des gens signer des documents qu'ils ne comprenaient pas.
certain qu'il s'en tirait à bon compte. Je n'avais jamais imaginé que les prochaines personnes que je regarderais le faire seraient les miennes. 2 jours avant le dîner. J'ai laissé le temps s'écouler. Une boîte en carton a atterri sur le sol de mon appartement avec un bruit sourd, et ma tante l'a posée et m'a regardé comme si elle pouvait voir à travers moi jusqu'à l'os. Tante Lorraine est la sœur cadette de mon père, la fille de grand-mère Ruth, et elle était venue à Jacksonville le vendredi avant ce dimanche. Pour aider, dit-elle, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à aider. Je n'avais sorti que quelques boîtes de la maison de Brandon au fil des ans. La plupart de ceux qui étaient techniquement à moi là-bas tenaient dans un coffre de voiture. Elle l'a monté les escaliers avec moi quand même. Puis elle s'est tenue dans ma cuisine, les 2 mains enroulées autour d'une tasse de café et elle a dit la chose que personne dans cette famille ne m'avait jamais dite une seule fois. « Tu as porté cette maison seule, a dit Lorraine, pendant 6 ans et nous t'avons tous laissé faire. » Je ne faisais pas confiance à ma propre voix pour répondre. Je savais pour les paiements, a-t-elle poursuivi plus bas maintenant. Tout le monde savait pour les paiements. Nous avons juste décidé de ne pas trop y regarder parce que c'était plus facile. Elle a posé la tasse avec grand soin, comme si elle pouvait se briser autrement. Je ne savais pas pour l'acte, Bridget. Je te le jure, je ne savais pas. Sharon ne m'a jamais dit qu'il l'avait mis au nom de Megan. Elle a traversé la cuisine et a pressé quelque chose dans ma paume et a refermé mes doigts dessus. Une clé de maison en laiton usé sur une petite boucle de ficelle rouge, du genre que l'on garde pour quelqu'un que l'on s'attend vraiment à voir venir. Il y a une chambre chez moi, a dit Lorraine. Il y en a toujours eu une. Tu m'entends? Il y en a toujours eu une. Quelqu'un dans cette famille l'avait enfin dit à voix haute, et j'ai dû me tourner vers la fenêtre pour qu'elle ne voie pas ce que cela faisait à mon visage. Nous avons parlé longtemps après cela. Le genre de conversation que l'on a que lorsqu'un décès a fissuré une famille, et que la vérité commence à sortir par la fissure. Lorraine m'a raconté des choses sur ma grand-mère que je n'avais jamais entendues. Elle m'a dit que grand-mère Ruth s'était battue pour cette maison. Qu'il y a 2 ans, lorsque mes parents ont commencé à parler de mettre les choses en ordre et de s'assurer que Megan était prise en charge, c'est Ruth qui a dit non. Ruth qui a dit que ce n'était pas juste. Pas tant que Bridget était celle qui portait les paiements, pas dans le dos de Bridget. Pas sans le dire à la fille qui mettait un toit sur leur tête à tous. Ils avaient hoché la tête et s'étaient tus et l'avaient laissé penser qu'elle avait gagné. Et puis Lorraine croyait qu'ils avaient attendu que le sujet se tasse et était allé chez un notaire et l'avait fait quand même. Grand-mère Ruth est morte sans jamais savoir qu'il l'avait réellement déposée. Elle parlait de toi vers la fin, a dit Lorraine, et sa voix est devenue épaisse et instable. Plus que tu ne le penses, m'a-t-elle dit. Lorraine a dû s'arrêter, se pincer les lèvres et recommencer. Elle a dit que tu serais celle qu'il viendrait chercher quand l'argent arriverait ou que les ennuis surviendraient. Et elle a dit que tu serais celle qui resterait debout quand tout serait fini. J'avais la cloche dans mon sac, toujours enveloppée dans son torchon. Je ne l'ai pas sortie. J'ai juste posé ma main à plat sur l'extérieur du sac et j'ai senti le poids de celle-ci, comme une main entre mes omoplates. Grand-mère Ruth a toujours su où se trouvait la place. Il y avait une dernière chose que j'ai faite avant ce dimanche, et cela n'avait absolument rien à voir avec ma mère. Je suis allé voir une avocate en droit immobilier, une agente de clôture nommée Patricia Holloway dans un cabinet de titres et de séquestre un jeudi après-midi ordinaire dans un bureau ordinaire avec une fontaine à eau qui bourdonnait dans le coin et le gâteau d'anniversaire de quelqu'un qui devenait rassis dans la salle de pause. J'ai apporté mes dossiers. J'ai apporté la chaîne de titres, l'acte, le prêt, la demande de retrait d'espèces que j'avais trouvée, et mes 6 ans de relevés bancaires alignés dans leurs colonnes. J'ai tout étalé sur son bureau, et je lui ai demandé clairement, de professionnel à professionnel, si j'avais raison, ou si j'étais une femme hystérique qui en faisait trop sur sa propre famille. Patricia Holloway l'a lu lentement, page par page, sans sourciller. Puis elle a redressé la pile, a croisé ses mains dessus, et m'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes. « Madame, dit-elle, votre nom est sur cette propriété. Ils ne peuvent pas clôturer sans vous. Ils ne peuvent pas refinancer autour de vous. Ce n'est pas rien. » Elle a tapoté le rapport de titre une fois, légèrement avec un doigt. C'est tout. Une inconnue dans une salle de conférence empruntée m'a traité comme si j'avais plus d'importance que ma propre famille en 35 ans. Je lui ai fait un chèque en sortant, et c'était le meilleur argent que j'ai dépensé de ma vie, y compris le dollar que j'avais dépensé pour le billet. Je suis rentré chez moi avec son rapport dans un dossier sur mon siège passager,
écrivant au même endroit où le billet gagnant avait écrit quelques jours auparavant. Puis ma mère a appelé et m'a invité à un dîner le dimanche. Le premier plat en casserole est arrivé à la porte de mon appartement à Jacksonville, à 3 heures de la seule cuisine où ma mère ait jamais cuisiné. Elle était venue. Ma mère, qui s'était plainte pendant des années que je ne venais jamais, avait conduit 3 heures pour se tenir sur mon paillasson avec un plat recouvert de papier d'aluminium en équilibre sur une main et son sourire d'église déjà en place. Je ne lui avais pas donné mon adresse depuis des années. Elle l'avait obtenue quelque part. Elle est entrée et a posé le plat sur mon comptoir comme si elle l'avait fait 1000 fois, a regardé mon petit appartement propre, et m'a dit que c'était charmant. Juste charmant. Et n'était-ce pas dommage que je vive si loin, toute seule? Puis elle en est venue au fait. Ta sœur n'a rien, Bridget, dit-elle en s'installant sur mon canapé sans y être invitée. Tu sais ce que ce divorce lui a fait? Et maintenant, regarde-toi. Des millions. Tu es béni. Nous ne te demandons pas la lune. Nous te demandons de faire la chose décente et de laisser ta sœur avoir la maison pour qu'elle ait un endroit où atterrir. Elle a laissé cela en suspens un moment, puis plus doucement, le couteau caché dans la gentillesse. Quel genre de femme prive sa propre sœur d'une maison? Elle avait apporté un document avec elle. Elle l'a sorti de son sac à main, l'a déplié sur ma table basse à côté du plat en casserole, et a posé un stylo dessus. Juste pour que ce soit prêt, dit-elle. Pour que nous n'ayons pas à nous embêter avec tout ça dimanche. Elle a fait glisser le stylo comme une gentillesse. Je ne l'ai pas signé. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je l'ai dit de la même manière que j'avais dit oui toute ma vie. Douce, agréable, accommodante. Et j'ai regardé le soulagement traverser son visage parce que ce qu'elle a entendu était oui. Elle ne m'avait jamais une seule fois en 35 ans entendu dire autre chose. Et puis les appels téléphoniques ont commencé. Toute cette semaine, les appels sont arrivés. Une tante pour me dire à quel point elle était fière. Comment la famille se serre les coudes dans les moments difficiles. Un cousin, rigolant, disant que je donnerais vraiment la maison à Meghan, n'est-ce pas? Parce que c'était tout à fait moi. Une femme de l'église qui avait entendu ma merveilleuse nouvelle de ma mère et voulait que je sache quelle bénédiction c'était de voir une famille prendre soin des siens. Chaque appel était chaleureux. Chaque appel était une autre brique douce posée dans le même mur. Ma mère avait dit à toute la congrégation que sa fille généreuse installait sa sœur. Elle l'avait rendu vrai à voix haute devant tout le monde avant que je n'aie accepté une seule chose. C'était le plan mis à nu. M'entourer de tant de chaleur et de tant de témoins que la fille docile ne pourrait absolument pas faire de scène. Elle était certaine. Dans son propre esprit, elle avait déjà gagné des jours avant que je ne franchisse la porte. C'est tante Lorraine qui m'a montré le texto. Elle m'a appelé 2 jours avant le dîner, et il y avait une platitude prudente dans sa voix qui m'a serré l'estomac avant qu'elle n'ait dit quoi que ce soit de réel. Elle avait vu quelque chose, dit-elle, dans le fil de discussion du groupe familial, celui avec toutes les tantes, où ma mère publiait des demandes de prière et des photos de repas pour les malades. Ma mère avait eu l'intention de l'envoyer uniquement à Meghan. Elle l'avait envoyé à tout le fil par erreur et l'avait supprimé une minute plus tard, mais Lorraine l'avait déjà vu. Lorraine m'a transféré la capture d'écran et je suis resté à mon comptoir de cuisine et je l'ai regardé se charger. C'était de ma mère à Meghan il y a 2 semaines, à peu près au moment où l'acte de renonciation a fait surface pour la première fois. À peu près au moment où on me disait de faire mes valises. Elle continuera à payer. Elle n'a nulle part où aller. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai relu, plus lentement. Le réfrigérateur bourdonnait derrière moi. Dehors, une portière de voiture a claqué et un enfant a ri de quelque chose. Et je suis resté très immobile et j'ai laissé 8 mots réorganiser 35 ans parce qu'ils n'étaient pas cruels exactement dans le sens où elle les entendait. Ils étaient juste vrais. Je n'avais nulle part où je sentais appartenir. Et elle avait construit tout son plan là-dessus, sur la certitude qu'une fille sans endroit à elle continuerait à payer pour un coin de celui de quelqu'un d'autre pour toujours juste pour être autorisée à rester près de la table. C'était là, dans ses propres mots. J'ai préparé le dossier ce soir-là. J'ai disposé les pages sur mon lit dans l'ordre où j'en aurais besoin. L'acte de 2024, le rapport de titre que Patricia Holloway m'avait donné, la colonne de 6 ans de paiement, la capture d'écran que Lorraine avait envoyée. Je les ai glissés dans un simple dossier manille, du genre que j'emporte au travail. Rien de dramatique du tout.
Puis je suis allé à la cuisine et j'ai pris la cloche de son étagère et je l'ai enveloppée dans un torchon, de la même manière que je l'avais enveloppée la nuit des funérailles, et je l'ai mise dans mon sac par-dessus le dossier. Je ne prétendrai pas que je n'avais pas peur. Mes mains n'étaient pas stables en le faisant. Mais quelque part en pliant les pages et en enveloppant la cloche, la peur a cessé d'être la chose la plus bruyante dans la pièce. J'ai rappelé ma mère et je lui ai dit que je viendrais au dîner. Elle était ravie. Bien sûr qu'elle l'était. Elle a encore entendu oui, comme elle l'avait toujours fait. Et elle m'a dit à quel point tout le monde serait fier, à quel point il serait heureux, à quel point c'était simplement ce qu'une famille faisait l'un pour l'autre. Je l'ai laissé parler. Je n'ai pas corrigé un seul de ses mots. Je n'allais pas là-bas pour me battre. J'allais là-bas pour les laisser finir. J'ai conduit 3 heures de retour, transportant un dossier et une cloche. Le plat en casserole était posé sur la rampe du Porsche quand je suis arrivé, encore chaud sous son papier d'aluminium. La célébration qu'elle m'avait promise au téléphone toute cette semaine. Et quand je suis entré, la maison était pleine. Des tantes et des oncles, 2 de mes cousins, une poignée de visages de l'église, près de 20 personnes entassées dans un salon qui avait contenu toute mon enfance. Tous tenant de petites assiettes et me souriant radieusement comme si j'étais la prodigue enfin rentrée à la maison. Ma mère a traversé la pièce et a pris mes 2 mains dans les siennes. Nous sommes tellement heureux que Bridget soit à la maison, a-t-elle annoncé à tout le monde et à personne en particulier, en me serrant les doigts. Là où elle appartient. Derrière elle, la table de la salle à manger était dressée pour un festin. La belle nappe, la vaisselle qui ne sortait que pour les fêtes. Et au bout, tirée juste un peu, se trouvait la chaise de grand-mère Ruth, vide comme elle l'était depuis février. Ils avaient placé un étranger près d'elle. Un homme poli en costume gris avec un petit dossier en cuir et un tampon installé au bout de la table comme faisant partie du centre de table. Un notaire. Ma mère avait engagé un notaire pour venir au dîner du dimanche. Tout le monde souriait et un notaire attendait mon stylo. Ma sœur Mégane m'a serré dans ses bras un instant de trop. Elle a murmuré qu'elle était contente que je sois venu, que je lui avais manqué. Mon père, Gary, ne pouvait pas tout à fait soutenir mon regard. Il se déplaçait sur les bords de la pièce, remplissant des verres qui étaient déjà pleins. Et ma mère a gardé une main légère sur mon dos tout le temps, me dirigeant jusqu'à ce qu'elle m'ait conduite jusqu'à la chaise vide à côté de l'homme au tampon. Je l'ai laissé faire. J'ai laissé tout faire. Je me suis assise là où on m'a placé, et j'ai posé mon dossier sur mes genoux sous le rebord de la table où personne ne pouvait le voir, et j'ai attendu. Cela n'a pas pris longtemps. Ma mère a tapoté une fourchette contre le côté de son verre, et la pièce est devenue docilement silencieuse, et elle s'est tenue à la tête de sa propre table avec son sourire d'église figé et une seule feuille de papier tenue dans sa main. Nous avons tant de raisons d'être reconnaissants ce soir, a-t-elle commencé. Notre famille est toute réunie. Nous avons eu une année difficile. Un signe de tête vers la chaise vide, un petit sanglot étudié dans sa voix pour grand-mère Ruth qui a fait baisser quelques têtes vers leurs assiettes. Et notre Bridget, eh bien, Dieu l'a tellement bénie. Et Bridget, étant la fille généreuse qu'elle a toujours été, veut faire quelque chose de merveilleux pour sa sœur ce soir. Elle a posé le papier sur la table directement devant moi. Elle a posé un stylo dessus, et elle m'a regardé avec tant de chaleur que cela aurait pu faire fondre l'argenterie. Ce soir, a dit ma mère, Bridget donne un nouveau départ à sa sœur, n'est-ce pas, ma chérie? Toute la pièce s'est tournée vers moi, rayonnante, attendant que je sois exactement celle qu'ils avaient toujours connue. Elle a fait passer mon vol pour mon idée. J'ai regardé le stylo. J'ai regardé l'homme au tampon, qui avait tranquillement débouché son propre stylo, prêt à rendre tout officiel dès que je ferais ma marque. J'ai regardé Mégane, dont les lèvres s'étaient entr'ouvertes, qui me regardait avec quelque chose que je ne pouvais pas nommer. J'ai regardé mon père, qui étudiait le tissage de la nappe comme s'il y avait une réponse dedans. Et j'ai regardé près de 20 visages illuminés d'une fierté par procuration pour une générosité qui était en fait un vol avec ma propre signature en bas. Et puis j'ai cherché dans mon sac. Je n'ai pas sorti le dossier en premier. J'ai sorti la cloche. J'ai posé la cloche de dîner en laiton de grand-mère Ruth sur la table au milieu de tout, juste à côté du papier et du stylo. Elle a fait un petit son plat contre le bois. Quelques personnes y ont jeté un coup d'œil sans comprendre ce que c'était. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai jamais une seule fois dans ma vie élevé la voix dans cette maison, et je n'allais pas commencer ce soir-là.
J'ai simplement croisé mes mains à côté de cette cloche sur la chaise où ma mère m'avait dirigé et je l'ai dit de la même manière que Patricia Holloway m'avait dit les choses. Lente, égale et certaine. Avant que quiconque ne signe quoi que ce soit, ai-je dit, j'aimerais que tout le monde voie ce qu'il signe. Le sourire de ma mère n'a pas bougé, mais quelque chose derrière si. Bridget. Elle a ri légèrement pour le bénéfice de la pièce. Chérie, ce n'est pas le moment pour tout ça. C'est une affaire de famille. Il n'y a rien à montrer à personne. Elle a tendu la main vers le papier. La maison est juste en train d'être mise en ordre. C'est tout ce que c'est. Sharon. Mon père a dit son nom. Bah, un avertissement sous son souffle. Sharon. Elle ne l'a pas regardé. Je n'ai pas tendu la main vers le stylo. J'ai tendu la main vers le dossier. Je l'ai ouvert sur la table et j'ai sorti la première page et je l'ai posée face visible où les personnes les plus proches de moi pouvaient la lire. C'était le scan du comté, l'acte de renonciation. Je l'ai glissé doucement vers le centre, au-delà de la cloche, et je l'ai regardé commencer à voyager de main en main. Ceci est daté de mars 2024, ai-je dit. Vous le reconnaissez? Le sourire de ma mère s'est finalement brisé sur la page. Et puis j'ai posé le reste. La deuxième feuille était le rapport de titre, et je l'ai posé sans un seul mot. Je vais ralentir ici parce que c'est la partie que j'ai répétée dans ma tête 100 fois et que je n'ai jamais dite à voix haute jusqu'à cette table. J'avais été si sûr que je tremblerais. Ce n'était pas le cas. J'étais tombé dans l'état où je vais quand je lis un dossier, ce calme plat et prudent d'examinatrice. Et de l'intérieur de celui-ci, la pièce bruyante et bondée était devenue très silencieuse et très lente, comme si tout se passait sous l'eau. J'ai touché le rapport de titre avec un doigt et je l'ai tourné pour que l'homme au tampon puisse le lire lui-même. Mon nom est sur cette maison, ai-je dit. Il l'est depuis 6 ans. Il n'y a pas de titre clair à donner à Meghan. Il n'y en a jamais eu. Et il n'y a pas de clôture lundi. Aucune. Sans ma signature. Le notaire a posé son stylo. Madame, dit-il à ma mère avec précaution, elle a raison pour le titre. Puis à moi, plus doucement, et madame, vous n'êtes pas obligée de signer quoi que ce soit ce soir. Un son a traversé la pièce. Pas encore des mots, juste le son que 20 personnes font quand elles comprennent toute une chose au même instant. Je ne me suis pas arrêté. J'ai posé les pages une par une. 6 ans, ai-je dit. J'ai posé le premier relevé bancaire. Un peu plus de $2000 chaque mois. Un autre relevé. Plus de $150 000 de mon compte dans cette maison. Un autre sur une maison que vous avez cédée à Meghan en 2024. Pendant que vous preniez mon argent. Pendant que vous ne disiez rien. J'ai atteint la dernière page. J'avais imprimé celle-ci parce que je savais que j'aurais besoin de la lire à voix haute et je savais que je ne serais pas capable de la regarder en le faisant. Et puis il y a ça. Ai-je dit, un message texte de vous à Meghan il y a 2 semaines. Je ne l'ai pas appelée maman. Pas à ce moment-là. Je l'ai lu comme on lit un verdict. Elle continuera à payer. Ai-je lu? Elle n'a nulle part où aller. La pièce était devenue si silencieuse. Je pouvais entendre le plat en casserole se tasser sous son papier d'aluminium sur le comptoir derrière moi. J'ai posé la page à côté de la cloche et j'ai levé les yeux. Et pour la première fois de toute la nuit, je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu avais raison sur une chose, Sharon. Ai-je dit. Je n'avais nulle part où je sentais appartenir, alors j'ai continué à payer pour ça. Cette partie, tu l'as parfaitement comprise. C'est à ce moment-là qu'elle a perdu le contrôle. Ma mère s'est levée de sa chaise si vite qu'elle a raclé le sol et le sourire d'église avait disparu et ce qui se cachait en dessous est sorti devant eux tous. Les tantes, les oncles, les cousins, les femmes du garde-manger, elle a crié. Après tout ce que nous avons fait pour toi. La voix de Sharon Vance est montée, aiguë et tremblante. Tu n'en as pas besoin. Tu as des millions. Ta sœur n'a rien. Ça devrait aller à Meghan. Ça aurait toujours dû aller à Meghan. Tu n'as jamais été que. Elle s'est reprise, mais pas à temps. Elle l'avait dit devant tout le monde. Elle avait dit à tout un salon de sa propre voix élevée exactement ce que j'avais été pour elle. Pas une fille, une ressource, une ligne sur un grand livre. La fille qui payait parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller et qui était censée continuer à payer.
silencieusement, avec reconnaissance, pour toujours. Mon père avait la tête dans les mains. Megan pleurait, et pour une fois, c'était le genre de pleurs qui n'allait rien lui apporter. L'homme au tampon avait tranquillement fermé son petit dossier en cuir et avait entrelacé ses doigts dessus parce qu'il n'y aurait pas de notarisation dans cette maison ce soir-là. Et du fond de la pièce, une des femmes de l'église, une dame plus âgée que j'avais connue toute ma vie, qui avait l'habitude de me glisser des bonbons au caramel pendant les longues parties du sermon, a dit quelque chose dans le silence, doucement, presque pour elle-même. « Sharon, dit-elle, nous nous sommes toujours demandé pourquoi elle portait tout ça toute seule. La pièce l'a enfin vue. Je me suis levé. Je n'ai pas exulté. J'ai besoin que vous sachiez cela parce que j'avais imaginé exulter. J'avais répété quelque chose de cinglant pendant le long trajet. Et quand le moment est réellement venu, je n'avais aucun goût pour cela dans ma bouche. J'ai juste rassemblé mes pages dans le dossier lentement, dans l'ordre où je les avais apportées. Je ne signe pas, ai-je dit, et je ne suis pas en colère. J'ai pris le stylo et je l'ai posé sur le bord éloigné de la table, hors de ma portée et de la leur. J'ai juste fini de payer pour appartenir. J'ai laissé le rapport de titre sur la table. Ils pouvaient le garder. Ils allaient le lire pendant un long moment. J'ai pris la cloche et je suis sorti. J'ai conduit vers la seule porte qui avait toujours été ouverte. Si vous avez déjà appris que les personnes qui disaient famille voulaient en fait dire levier, que quelque part en cours de route l'amour était discrètement venu avec une facture, j'aimerais honnêtement en entendre parler. Dites-moi dans les commentaires ce que cela vous a coûté d'arrêter enfin de payer. Et si cette histoire a mis des mots sur quelque chose que vous portiez en silence, abonnez-vous car ce sont les histoires que je raconte ici, celles que personne dans la famille ne dit jamais à voix haute. Alors restez avec moi quelques minutes de plus. La fin est la partie que j'ai le plus besoin que vous entendiez. La lumière du porche de tante Lorraine était allumée quand je suis arrivé, et la porte s'est ouverte avant même que je puisse frapper. Il était tard à ce moment-là. J'avais conduit les 3 heures avec la cloche, posée sur le siège passager où le billet avait l'habitude d'être. Lorraine a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a pas posé une seule question. Elle s'est juste reculée et a tenu la porte grande ouverte, et à l'intérieur, il y avait une lampe qui brûlait faiblement, et une assiette déjà mise à table, et l'odeur de quelque chose gardé au chaud dans le four pour une personne qui pourrait être en retard. Quelques jours se sont écoulés depuis ce dîner maintenant, et je vais vous dire clairement où en sont les choses, comme je voudrais qu'on me le dise. J'ai mes propres avocats, et ils sont en train de démêler mon nom de cette maison selon mes conditions. Finalement, me sortir d'un prêt. Je n'aurais jamais dû porter un prêt. Régler la question de la valeur nette qui m'est due pour 6 ans de paiement que tout le monde a accepté d'oublier. Je ne me bats pas pour garder la maison. Je n'en veux pas. Ce n'a jamais été l'endroit où j'appartenais. Ce n'était que l'endroit pour lequel je payais. Laissons-les s'en débrouiller pour une fois. La clôture de lundi n'a pas eu lieu. Bien sûr que non. Vous ne pouvez pas transmettre ce qui n'est pas à vous de transmettre. Ma mère a appelé. Megan aussi. Un long message vocal larmoyant plein de mots comme malentendu et nous sommes toujours une famille quoi qu'il arrive. Je n'ai rappelé ni l'une ni l'autre, pas par vengeance. J'ai juste arrêté quelque part sur cette route sombre, d'auditionner pour une place à une table qui n'allait jamais m'en garder une. Je me suis acheté une petite maison avec une partie des gains. Rien de grandiose. Elle a une cuisine avec une belle lumière matinale. Le genre de lumière dans laquelle grand-mère Ruth se serait tenue avec son café. Le genre dont elle a toujours dit qu'une vraie maison a besoin. Le souper est prêt ? A appelé Lorraine de sa cuisine ce soir, comme elle le fait maintenant, comme si c'était la phrase la plus ordinaire du monde. J'avais arrêté d'auditionner pour une place. On m'en avait donné une librement par des gens qui me cherchent en premier. J'ai arrêté de me débrouiller. J'ai commencé à appartenir. Il y a une dernière chose. J'ai mis la cloche sur une étagère dans ma nouvelle cuisine où je peux la voir pendant que le café infuse. Pendant longtemps après ce mois de février, je ne pouvais pas me résoudre à la toucher. J'avais l'impression qu'elle appartenait à une maison que j'avais déjà perdue, à une femme qui était déjà partie. Mais ce soir, avec l'assiette mise et la lampe allumée et une place gardée pour moi à la table de quelqu'un d'autre, je l'ai descendue. J'ai tenu ce petit pois en laiton dans ma main, chaud de la chaleur du four dans la cuisine. Et j'ai pensé à une toute petite femme au pied d'un escalier, et à une chaise tirée juste comme il faut, et à une main pressée à plat entre mes omoplates à minuit. Et je l'ai sonné.
Le son s'est élevé à travers la maison, clair comme il l'était toujours. Et cela ne voulait pas dire viens être utile. Cela ne voulait pas dire viens payer. Cela voulait dire viens, il y a une place pour toi ici. Il y en a toujours eu une. Ma grand-mère m'a toujours gardé une place. Maintenant, je garde la mienne.